Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Quand on débute dans le dev, on a parfois un peu honte de copier du code sur Internet. Quand on mûrit, on est beaucoup plus à l'aise avec ça. Pourquoi perdre du temps à réinventer la roue, n'est-ce pas ? Si on demandait à des devs quelle proportion de code est copiée d'ailleurs, les chiffres seraient surprenants. Quoi de plus normal ? On aime gagner du temps et après tout, on dev souvent pour se faciliter la vie, donc autant se faciliter aussi le dev. Mais alors, pourquoi un CMS qui inclut tout ne plaît pas aux devs ? Comment WordPress peut être le moteur de 40% du web en 2021 et toujours autant détesté des devs ? Et surtout, ne serait-il pas l'uncanny valley du code ? Pour répondre à ces questions de contenu, je ne reçois pas Dupont et Dupont, mais ils s'y connaissent en texte dans des cases. Benjamin et Julien, bonjour. 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 Alors on va commencer par Benjamin. Est-ce que Benjamin, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je pense qu'à peu près toute la planète. Oui, donc Benjamin Lupu, je suis le directeur numérique du groupe Jeune Afrique et je ne suis pas dev donc actuellement, mais je l'ai très très longtemps été et je suis, on va dire, un membre actif de la communauté WordPress en France. Okay. Et Julien, est-ce que tu pourrais aussi te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bienvenue à tous. Je suis Julien Hédou, directeur technique du groupe Jeune Afrique, mais j'ai un passé d'autodidacte en fait depuis le début. C'est 2000 à peu près, et donc j'ai appris pas mal sur PHP notamment, c'est un peu mon langage de prédilection. Donc, et WordPress c'est développé sur cette techno-là, donc on fera un petit pont dessus. Alors maintenant justement en fait j'en profite parce que c'est effectivement la première question de base. Effectivement WordPress est sur PHP, est-ce que toute la hate que peut prendre WordPress n'est pas aussi peut-être simplement due à PHP et la haine que peut avoir PHP ? C'est vrai qu'on pourrait dire la même par rapport à l'époque avec Java, comme monsieur a bien connu à l'époque. Non mais on aime les guerres de religion, ça voilà, c'est humain, on les connaît. Moi j'ai une position hyper pragmatique, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent PHP, il y a plein de gens qui détestent WordPress, je signale qu'il y a quand même un paquet de gens qui adorent WordPress et qui adorent PHP, j'en fais partie, mais par contre je suis assez pragmatique. Si WordPress ne convient pas à quelque chose, ne l'utilisez pas. Si vous n'avez pas envie d'en faire, n'en faites pas. C'est un peu comme un livre. Si vous n'avez pas envie de le lire, personne ne vous oblige. C'est pas la peine de le brûler ou d'aller le jeter à la figure de votre voisin. Il reste que on est obligé de constater, qu'on aime ou pas, que WordPress est là, il est installé, ça fait partie du paysage, il est plutôt voyant, si je puis dire. Donc il faut quand même s'y intéresser si on a un minimum honnête. Mais encore une fois, personne vous oblige à le... Alors là, voilà. Il n'y a pas de... C'est pour ça que moi, ce genre de guerre de religion, oui, tu citais Java PHP, moi j'avais deux équipes, une de Java, une de PHP, je passais ma vie à essayer de les réconcilier, et c'est un truc que j'ai jamais compris. Ça sert un truc, si tu veux faire du Java, fais du Java, si ça convient, ça marche, parfois ça convient pas, parfois ça convient. C'est sûr que si tu veux faire de l'IoT avec du PHP à l'époque, donc c'était en 2005, c'est plus compliqué. Mais alors du coup, on va rester un peu sur le sujet PHP, mais vraiment très rapidement, le but c'est quand même de parler de WordPress, mais comment est-ce que vous qui l'utilisez au quotidien, qui le vivez au quotidien, alors moi j'ai fait beaucoup de PHP aussi dans ma vie, je suis aussi un fervent défenseur de ce programme, de ce langage, pardon. Comment est-ce que vous expliquez cette haine, très clairement, en tout cas ce rejet qui peut y avoir de PHP ? Mais non, mais en fait c'est pas un rejet, c'est accessible. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a une énorme communauté qui se constitue avec plein de newbies qui font évidemment n'importe quoi, mais comme ils feraient n'importe quoi avec n'importe quel langage, j'ai envie de dire bienvenue, faites n'importe quoi. C'est exactement ce qu'on... Enfin, il faut bien apprendre à un moment. Et oui, il y a des gens qui bidouillent, bon bah c'est la vie, c'est comme ça. Et il y a des gens qui sont des artistes du PHP, qui font des trucs extraordinaires. Donc voilà, donc effectivement, je pense que plus t'es voyant, plus t'attires des gens, plus c'est facile. La courbe d'apprentissage n'est pas celle du Java, c'est pas celle de Ruby. Voilà, on connaît tous ni même Python ou je ne sais pas quoi. Voilà. Après, moi, je me considère pas comme une caste. J'ai pas envie. Si les gens veulent programmer, je les laisse programmer. Pour autant, je vais pas les laisser faire n'importe quoi avec mon code et mes sites. Ça, c'est sûr. Donc PHP, c'est un outil. Tu peux faire n'importe quoi avec. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec. Et WordPress, c'est exactement pareil. Charge à toi d'être honnête et d'essayer de faire le mieux possible avec. Et encore une fois, ça ne fait pas tout.
C'est une boîte à outils et tu peux... En fait, souvent, les personnes qui vont détester, en fait, par exemple, ton langage, c'est parce qu'ils viennent d'un langage qui est assez strict, qui est permissif, et on va dire la même chose d'un CMS, d'ailleurs, au final, et qui, en fait, comme c'est plus abordable, en fait, va permettre aussi bien à des gens qui débutent dans ton... qui sont newbies, par exemple, et qui vont vouloir tout faire. Ils vont pas faire forcément les choses bien parce qu'ils n'ont pas la même expérience que ces personnes-là. Mais justement, je pense que c'est plutôt une force parce que ça permet d'avoir de la diversité, de voir tout et aussi de parfois remettre en cause des parties du noyau en fait, de ton langage ou de ton CMS, par exemple sur PHP. Pendant très longtemps, tu pouvais suivre les évolutions de changelog de PHP, t'en avais 1 ou 2 par an, grand max. Là, tu veux suivre, t'en as tellement de manière continue que depuis PHP 7, c'est difficile de les suivre en fait. Il y a une question économique, je pense aussi, Julien. C'est-à-dire que PHP, quand tu es développeur PHP, tu as le sentiment d'être moins bien payé, je pense que c'est le cas en fait. Pendant très, très longtemps, tout le monde voulait faire du Java, pas parce que les gens aimaient le Java. D'ailleurs, c'est marrant, tu demandais au type, mais t'aimes ça? Mais c'est chiant, machin, il faut compiler, il y a Résine. En fait, c'est parce qu'ils voulaient être bien payés. Tout bêtement. Et le marché, les SS2I ne voulaient que ça. Moi, je me souviens de SS2I qui ne voulaient que du Jaya et jamais ils auraient fait le WordPress. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas le vendre. Il y avait des DSI qui disaient moi, je veux Jaya, je veux un truc en Java qui tient la route, qui est sécurisé par un truc fait pour Madame Michu. Quoi. Il y a une espèce de... C'est du snobisme, ni plus ni moins. Et donc, je pense qu'on a perdu le sens de choisir quelque chose pour son efficacité au prix d'une espèce de code ou de suivisme ou de moutonnisme technique. Ça existe encore, honnêtement. Ça existe vraiment encore. Et ça existe toujours parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt est-ce que tu fais du JavaScript avec du Node.js par rapport à du PHP. PHP, c'est du mal. Maintenant, il faut ton CMS en JavaScript, en fait. Mais tu vois, ce que tu évoquais tout à l'heure sur le typage ou les règles strictes d'un langage et qui fait que c'est pour ça qu'on peut dénigrer PHP, c'est marrant parce qu'au moment où tu disais ça, je préparais ma question d'après qui était on voit le JavaScript qui est aussi très accessible et qui pourtant est de moins en moins décrié depuis l'arrivée de TypeScript. Tout à fait. C'est le cas, mais pas... Et puis les frameworks qui encadrent ça. Mais c'est vrai que le JavaScript, ça a subi les mêmes... D'ailleurs, le JavaScript, quand c'est sorti dans Netscape, c'était à mourir de rire. Les gens regardaient... D'ailleurs, c'était n'importe quoi, dit en passant pour le coup. Mais petit à petit, ça s'est structuré, mais ça reste ultra permissif. C'est compliqué d'ailleurs pour ça, parce que tu as 1000 manières de faire quelque chose en JavaScript. On voit d'ailleurs que depuis les ES, là, les différentes générations d'ES, ça commence à... tout se structure avec le temps. Et je crois que les choses qui naissent du besoin... et du besoin d'efficacité et de facilité sont rapidement quand même méprisés par des gens qui sont déjà là. Il y a un problème de génération aussi. Combien de fois, moi, j'ai commencé, ça je me souviens, quand je faisais du C++, il y avait des tics qui me disaient « elle fait pas d'assembleur ». C'est une bonne question d'entretien, d'ailleurs. Pour tester la personne, son niveau de pragmaticité. De maturité, tout ça. De maturité. Ouais. Mais il y a une vidéo que je recommande très souvent parce que je la trouve top. C'est une conférence de... Alors j'oublie le nom à chaque fois. C'est Brett David, je crois, mais j'ai Brett Favre en nom, mais ça c'est un joueur de football américain, donc ça n'a rien à voir. Il peut coder, dis donc. Oui, mais non, avec le nombre de chocs sur la tête, il est moins, une moins reconversion. Et en fait, on lui avait demandé de faire une conférence sur qu'est-ce que sera le code dans 40 ans. Et plutôt que d'imaginer... Donc c'était la conférence a eu lieu en 2003, et plutôt que d'imaginer ce que le code serait en 2043, il a fait la conf comme s'il était en 73. Oh, excellent. Et dire, à l'état en 73, voilà ce que le code sera dans 40 ans. Du coup, tu faisais le comparatif entre ce qu'on pouvait projeter il y a 40 ans et ce que c'était réellement aujourd'hui. Bienvenue dans le monde du Fortran. Et il expliquait effectivement que, à l'époque, les gens qui faisaient de l'assembleur étaient décriés par ceux qui faisaient... non, les gens qui faisaient du C étaient décriés par ceux qui faisaient de l'assembleur. Ah bah oui. Comme ceux qui faisaient de l'assembleur avant étaient décriés par ceux qui faisaient du binaire directement sur le processeur. Ouais. Tu pouvais même souder. Il y a des gens qui disaient tu soudes pas tes cartes. Quoi. Et donc en fait, dès que tu ajoutes une couche de simplicité ou d'abstraction, enfin, tu rends un truc accessible à plus, en fait, les anciens te dénigrent ça, c'est hyper naturel, c'est pas propre au code, je pense. Il y a toujours ça, c'est pas naturel. Par contre, il y a un truc qui, moi, m'a toujours étonné, c'est que finalement, on ne considère pas ce que le langage permet de faire, on le considère en lui-même. Et ça, moi, je me suis toujours méfié de ça. T'as des gens qui me disent, c'est tous ces mots qu'on connaît, le code propre, la dette technique. La dette technique. En vertu de quoi Alors, évidemment, il faut pas, la fin ne justifie pas les moyens, mais c'est quand même un bon indicateur quand tu arrives à produire des choses. Je prendrai toujours l'exemple de Struts, où il fallait un bac plus 25 pour faire un formulaire, quoi. Ça m'a toujours choqué, ça, comme idée. Parfois, c'était très utile pour faire des applications métiers, mais pour faire un formulaire web, non, quoi. Il n'y a aucune raison d'utiliser ce truc-là. Moi, personnellement, le code, je l'utilise pour répondre à un besoin. Ouais. Donc, que ce soit du PHP, du JavaScript, ou du Java, ou du Python, ou quoi que ce soit, en fait,
D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut choisir en fait ton langage. Tu as un besoin, tu essaies de voir comment est-ce que tu vas... Enfin, quel est le langage le plus adapté pour répondre à ton besoin. Et si tu as un langage, un CMS ou n'importe quoi qui existe aujourd'hui et qui existe encore, c'est-à-dire qu'il a un intérêt aujourd'hui pour quelqu'un. Il y a une communauté en fait, par exemple. Et donc... et même s'il est à l'intérêt, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Voilà. Donc il est peut-être bon pour quelque chose, il peut être mauvais pour autre chose. Mais quelqu'un qui va te le dénigrer, par exemple, on pourrait dire pourquoi tu fais ton site sous Joomla, par exemple, c'est qu'en fait, pour certaines personnes, Joomla est adapté, WordPress aussi, en fait. Donc... Alors, je me permets peut-être de dévier un peu du sujet. Attention, déviation. Moi, pour choisir une techno, je pars effectivement d'un besoin pour la techno qui est adaptée à un besoin, mais je me base aussi avant tout sur la techno que maîtrise l'équipe. Exactement, que j'ai. c'est le deuxième biais. Moi, je le mettrais en premier. En fait, on s'est posé, dans mes équipes, on s'est posé plusieurs fois ces questions-là, en fait, et c'était clairement un sujet bien pondéré, en fait. C'est-à-dire que c'était le deuxième critère, en fait, derrière. Et quand on ne l'a pas fait, on l'a fait passer en premier. On n'a pas choisi... en fait, ça nous a permis de répondre aux besoins, mais pas de la meilleure façon. Donc ça servait de starter, en fait. Mais après, par exemple, tu pourrais faire des scripts qui gèrent beaucoup de données en PHP, etc. Mais en fait, in fine, c'est pas le meilleur langage pour gérer la data. Ça a bien marché, ouais. Voilà. Ça a bien marché. Oui, 2 ans, 3 ans. 3 ans. Et ça a permis de faire un MVP, et puis après, ensuite, derrière, tu fais quelque chose de plus robuste. Mais, en tout cas, si tes équipes ne savent pas l'utiliser, tu peux au minimum mesurer le fait que tu vas devoir l'apprendre et que tu n'as pas d'expérience, ou donc peut-être en importer. Mais c'est un critère essentiel. Alors, pour revenir au sujet principal, parce que tu dévies un peu. Ce pourquoi on se voit aujourd'hui. Donc, on se voit pour parler de WordPress. Ouais. Alors, je vais troller volontairement. Je vous laisse du coup après réagir. Mais du coup, WordPress, à part le blog, ça sert à quoi ? Rien. Alors, je dirais déjà à créer du contenu, en fait. À part un blog, c'est du contenu, mais c'est avant tout de créer du contenu. C'est un outil de publication et de création de contenu, point. D'ailleurs, c'est le propre d'un CMS, en fait, à la base. Pourquoi on distingue d'ailleurs CMS de framework, en fait ? C'est parce que le framework, ça va te servir de noyau à construire ton application, mais un CMS, c'est une sorte de couche plus haut niveau, en fait. C'est du logiciel, c'est le logiciel, mais dédié à ton contenu. Après, tu peux faire des briques tu peux tout faire avec un CMS, mais on revient à l'idée de est-ce que tu dois utiliser un CMS pour envoyer une fusée sur la Lune, par exemple. Donc... Non, après, la différence, elle est aussi que ton framework, t'as comment le dire, t'as pas de logique métier intégrée. Tu veux dire, ton framework, t'as un ensemble de briques associées. C'est un outil... c'est un outil brut, et t'as pas de... t'as pas de truc tout fait, en fait. C'est là où WordPress, du coup, ou un CMS va se distinguer, c'est que t'as des choses qui sont déjà préexistantes. Sauf si tu prends moi, je vais le prendre dans l'aspect bundle, plugin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tes logiques... Ok, dans le noyau, t'as pas la logique métier, mais en fait, tu vas importer des logiques métiers via des composants externes. Donc, des bundles, par exemple, sur un framework, et des plugins dans un CMS. Dans WordPress. Mais il y a une chose, pour être plus troll que le troll, très longtemps, WordPress n'a pas été du tout un CMS. Il n'en avait pas. C'était un moteur de blog. Et il n'y a rien de honteux à ça. C'est juste qu'à partir d'une certaine version, c'est celle où je daterais ça probablement de la 6, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une des versions qui a ajouté les taxonomies. Et à partir de là, il y a des types qui se sont dit merde, en fait, c'est un CMS maintenant. C'est quand ils ont voulu concurrencer Tumblr, je crois. Je sais plus trop pourquoi ils ont fait ça. Non, je pense qu'en fait, c'est l'évolution un peu organique d'une communauté open source qui aime bien rajouter des features. Et il y a un type qui s'est dit, moi j'aimerais bien gérer des taxonomies, il y a des plugins qui ont été faits pour ça, et à un moment, il y a quelqu'un qui a dit, on va mettre ça dans le core. Et moi, je pense qu'à partir de là, à partir du moment où tu peux gérer des types de contenus, tu peux gérer des taxonomies, c'était hyper embryonnaire au départ, et c'est devenu un CMS, et c'était plus un moteur de blog. Mais moi, j'ai aucun problème à dire. WordPress, pendant des années, a été fait pour faire des blogs. Il a été créé pour ça. Et il est devenu, sous l'impulsion de la communauté qui voulait faire autre chose avec, et c'est la magie de l'open source, un CMS, voire le CMS qui est probablement un des plus aboutis aujourd'hui, on va dire, par rapport à des grandes solutions concurrentes comme Joomla. Il se trouve qu'il y a un peu de darwinisme dans les CMS. Les autres étaient plutôt pas mal, mais il y en a un qui a pris le devant parce qu'il était plus adapté à son environnement, on va dire. Plus simple à prendre en main, surtout. Ouais, plus simple à prendre en main. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourra expliquer, et la communauté en fait partie. Mais
très longtemps, tu ne pouvais pas faire autre chose que des blogs avec WordPress, et c'est pas un problème. Alors qu'il y a d'autres, par exemple Drupal a été pensé dès le début comme quelque chose de très générique, une espèce de framework. D'ailleurs, ils parlent souvent de content framework. Et ils ont négligé le back-office pendant très longtemps. Et c'était un CMS au sens propre du terme, où c'est fait pour gérer et publier du contenu. Mais pendant longtemps, en fait, WordPress, c'est un CMS opportuniste. Voilà, pour résumer l'idée. Mais parce que du coup, effectivement, vous parlez des autres CMS qui existent. Drupal est encore quand même très présent, mais moi je le vois pas tant que ça passer, ne serait-ce que sur des annonces d'emploi ou des projets ou autres. Joomla, je trouve, a complètement disparu. C'est un biais parce qu'en fait, nous on le voit encore beaucoup, par exemple, des Drupal, parce qu'on est développeur. Enfin, on est dans ces métiers-là entre développeurs. Mais tu t'interroges quelqu'un qui t'as les SS2I qui utilisent pas mal, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est vendable. À un moment donné, moi j'ai vraiment le souvenir d'avant-vente d'ingénieurs qui ne voulaient pas vendre de WordPress parce qu'en fait ils n'allaient pas facturer assez. Donc, si tu vends du Jaya, tu vends du Drupal, ce genre de choses. Et en plus, Drupal a vraiment entretenu la communauté professionnelle. Tu as des certifications, tu as des programmes de partenariat, un peu comme Easy Publish. Et voilà, alors que WordPress, et d'ailleurs je pense que c'est une erreur à titre personnel, ils s'en foutent complètement. Je veux dire, tu prends, tu fais ce que tu veux avec, mais on va pas te faire de certif, de machin accompagné SS2I. Donc je pense que c'est vraiment lié à ça. De fait, dans les entreprises, c'est quand même les demandeurs, au bout d'un moment, ils en ont eu assez, qu'on leur facture très cher des choses, alors que l'entreprise d'à côté est en train de faire un truc avec WordPress 2 fois moins cher, 2 fois mieux. L'utilisateur a pris le pouvoir. Et je tiens à dire d'ailleurs que Matt Mullenweg a créé WordPress à cause de ça. Il travaillait en SS2I. Et à un moment, il n'en pouvait plus de facturer $300,000, un truc qui en fait était un moteur de blog. Et il le dit dans plusieurs interviews, et je trouve que c'est très vrai. Il y a un moment, il y a eu quand même une imposture du CMS qui n'est pas liée à la communauté Drupal, etc., qui est liée à la manière dont c'était vendu et décrit, qui fait qu'à un moment, ça s'est vu quand même. Ouais. Mais alors, du coup, justement, le fait que ce soit peu vendu par la SS2I, est-ce que c'est pas parce que du coup, il y a pas un plafond de verre, mais tu vois, il y a une limite d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait WordPress n'est pas adapté, en fait, et donc ça marche bien quand tu as un truc que tu veux faire toi-même, mais dès que tu passes à un truc fait par une équipe de pros, en général, tu passes sur un autre. C'est vrai que souvent une SS2I va te montrer une sorte de portfolio en fait de sites qu'ils ont réalisés, et ils vont plus souvent montrer les outils qui leur apporteraient plus de marge en fait. Et c'est vrai que quand j'étais en agence, on montrait rarement des sites faits par WordPress en fait. C'est pas valorisant. Alors moi je dirais, pour répondre à ta question, non. On a tous connu des sites Drupal faits au hasard pour des personnes au gouvernement qui ont misérablement croché, qui étaient mal faits. C'est que des outils. C'est vrai qu'il y a des mauvais outils, mais en fait ils sont déjà morts, vous en connaissez même plus les noms. Moi j'en connais quelques-uns, j'ai un petit peu de bouteille. Mais les outils qui ont survécu, honnêtement, ils sont bons. Quand tu les utilises vraiment, ça t'exonère pas. Voilà. Ça t'exonère pas d'aller chercher une bonne équipe, des bons ingénieurs, des bonnes pratiques. Évidemment, si tu mets des millions de lignes de code pourris attachées à WordPress, ça va cracher, mais c'est pareil pour n'importe quoi en fait. N'importe quel langage, même pas que le PHP. Il n'y a rien qui peut te protéger ça à part toi-même. Par contre, WordPress, il faut le voir comme un marchepied qui peut être utilisé par une équipe de développeurs totalement newbie comme totalement pro. Ils ne feront pas la même chose avec, ça c'est sûr et certain. Et il faut rester dans la gestion de contenu la plupart du temps. On pourra en reparler si tu veux. Et je sais qu'il y a des gens qui ont plein de choses avec WordPress, mais alors là, il y a quand même des limites. Je pense, de mon point de vue, en tout cas, il y a des limites. En tout cas, je les ai expérimentées. Donc après, j'ai peut-être mal fait les choses, mais Julien et moi, on a eu quelques chemins de traverse qu'on aurait bien évité quand même. Et c'est vrai, le fameux plafond de verre, en fait, c'est ça dépend en fait qu'est-ce que tu veux faire avec ton WordPress derrière. Et tu peux faire vraiment de très belles choses et qui coûtent cher, non pas parce que c'est une techno qui coûte cher, mais parce que ton projet il est faramineux en fait. Et c'est vrai que de base en fait, un ingénieur en France va penser je vais prendre plutôt un framework pour créer ce type d'application. Parce qu'on aime bien faire les choses nous-mêmes. Voilà. Et du coup, on réinvente la roue. Donc, Oui, mais du coup, pourtant, on passe notre temps à copier du code partout. Comment ça se fait que... C'est vraiment un truc de dev. C'est pas vrai. Tu commences par tout refaire toi-même avec une super conception. Tu arrives à 2 minutes de ta deadline et tu commences à copier du code parce que tu dois finir. C'est quand même beaucoup ça. C'est un peu du troll, hein, mais...
Je sais pas quoi dire. Moi, je pense que avoir des bibliothèques de snippets, c'est aussi vieux que l'informatique. Et ça me semble totalement évident de reprendre, ou même les patterns, ça paraît assez normal. Et je pense pas que ce soit d'ailleurs le sujet avec WordPress. Le sujet, c'est est-ce que tu vas accepter d'adopter une solution logicielle que tu peux certes étendre, mais qui t'arrive quand même relativement packagée, et de jouer avec les règles du jeu de WordPress. Et moi, je pense qu'un ingénieur, un développeur, on va dire, parce que c'est pas forcément un ingénieur d'ailleurs, un développeur, il a du mal à appréhender ça, se dire, c'est quand même une sacrée boîte noire. Est-ce que je vais pas être coincé quelque part ? Est-ce que ça va vraiment faire ce que je veux ? Finalement, tout maîtriser, c'est aussi la garantie de tout faire. C'est faux, on le sait, hein, c'est un peu un mythe. Mais j'ai souvent entendu dire, ok, t'as l'impression que c'est facile, mais à un moment, tu vas me demander quelque chose et je vais pas pouvoir le faire, parce qu'en fait, je sais pas comment c'est fait, WordPress, je sais pas ce qu'il y a en dessous, etc. Et ça, faut accepter que les outils ont leurs limites. Et d'ailleurs, le langage PHP ou Java ne fait pas tout. Il y a des trucs, tu peux vraiment pas les faire. Tu vas essayer de faire des threads en PHP, par exemple, ça peut être assez intéressant comme expérience. Ça marchera pas bien. En effet. Quand je préparais cet épisode, parce que j'essaie quand même de préparer un peu les épisodes et de faire un petit peu de recherche, j'ai été surpris de... J'avais en tête que WordPress faisait tourner grosso modo 30% du web. Et j'ai vu qu'en fait, c'était une vieille stat. Alors, et qu'aujourd'hui, 40. c'est 40% du web. Et 60% des sites avec CMS. Ouais. Alors du coup, ma question c'est, est-ce que il y a un gain de popularité réel de WordPress, ou c'est juste que, en fait... Il y a deux... Dans ce chiffre-là, personnellement, je distingue deux choses. Il y a donc c'est 40% du web, dont une part importante quand même du WordPress.com. Oui. Attention. Voilà, c'est un peu comme quand tu vas sur Wix, etc. et que tu disais que Wix c'est un CMS, mais c'est pas la différence de WordPress qu'il y a WordPress.com et WordPress.org. En fait, donc l'auto-hébergé versus l'offre d'automatique. La version open source et la version auto-hébergée, grosso modo. Et donc, si tu mets, les 40%, c'est les deux packagé, et c'est surtout le .com, donc en fait c'est clé en main, tu fais pas de développement et t'installes des plugins. Et après on compare des choux et des carottes, moi je trouve, parce que aujourd'hui... C'est un nombre de sites, c'est ça, WordPress, c'est pas un volume de trafic ou... Bah oui. Ah si, trafic quand même, parce que mécaniquement... Non, mais je veux dire, si t'es eBay sur WordPress, et c'est pas la même chose que 1 million de boulangers, quoi. Voilà. C'est ça. Donc je pense que... Non, mais en fait c'est un témoignage d'une forme de popularité. Je pense encore une fois que l'économie, l'aspect financier joue beaucoup, puisqu'en fait aujourd'hui la solution est hyper accessible quand tu veux monter un business. Nous là aujourd'hui on parle d'un WordPress professionnel, on en parlera après, mais en fait l'immense majorité quand même des sites WordPress, c'est des gens qui veulent monter le site de leur association de foot, et encore une fois je le dis pas de manière péjorative. Il faut se rappeler que la fondation WordPress, son mantra c'est la publication de contenu sur le web pour tout le monde. C'est ça la mission de WordPress. C'est de mettre à disposition de tout le monde pour un prix modique, ou vraiment zéro, la possibilité de publier un contenu quel qu'il soit sur Internet. C'est la mission que s'est donnée la fondation WordPress. Et toute la communauté s'est donnée cette mission. Donc après, il ne faut pas lui reprocher que le boulanger du coin fasse son site. On est là pour ça. Qui touche sa feuille de sigle CSS dans WordPress. Exactement, ouais. Faut pas, c'est normal. Donc je pense que c'est un faux chiffre. Je trouve qu'on devra... J'en suis très fier, parce que ça veut dire qu'on remplit notre mission en tant que communauté. Pour autant, après, la vraie question, c'est est-ce qu'une entreprise qui a donc des responsabilités économiques, sociétales, etc., quand même plus importantes que le boulanger du coin, toujours, peut et quand utiliser WordPress? Est-ce que c'est possible de l'utiliser dans un environnement professionnel qu'on connaît tous, avec la charge, les caches, la sécurité, etc. Ça, c'est une vraie question pour le coup. Et il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Mais dans ces 40%, je ne sais pas bien exactement combien ni comment. Alors, du coup, tu évoquais un gain de popularité de la part de WordPress. Bah oui. Et puis même, si on regarde WordPress... Moi, je le vois dans les WordCamp. Ouais. On était 30 au premier, ou peut-être 60. J'ai participé à l'organisation du WordCamp Europe à Paris. Et c'était hallucinant. C'était une convention américaine avec des mecs qui venaient de 35 pays, même peut-être plus, je crois. C'était énorme. Donc tu le vois, et tu vois des vrais devs, entre guillemets, des gens dans le sens, pas les autodidactes, machin, des gens qui sont dans des équipes de développement, qui sont dans des entreprises, qui sont dans des ESN, enfin des trucs comme ça, qui viennent, mais qui n'ont plus d'a priori. Moi, je le vois quand même, ça aussi, un gain de popularité, parce que c'était impossible. Ça, on voit des types de la communauté Drupal faire des conférences au WordCamp.
Ça, pour le coup, c'est un peu fou. C'est un peu la réconciliation européenne après la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Il y en a dans les forums PHP aussi. Oui. C'est-à-dire que tu as des développeurs, quand même, c'est un high level au niveau de PHP, et tu as des conférences de développeurs WordPress qui vont dans ces... Et à l'inverse, moi je trouve que WordPress s'ouvre, parce qu'en fait WordPress c'était quand même un micro-monde très fermé sur lui-même, utilisant ses propres frameworks, ses propres solutions, et subitement là, boum, on a... En ce moment, WordPress est en train de muter à vitesse grand V avec du React. Et on voit une communauté qui subitement fait un level up en technologie, s'ouvre à tout le monde. Et c'était ça en fait. Je me souviens de Matt Mullenweg a dit maintenant il va falloir s'ouvrir, les amis. On ne peut pas vivre en autarcie, ça ne marche pas l'informatique en autarcie, c'est une informatique qui est un zombie en fait. Et subitement on voit des gens de partout qui arrivent, qui n'ont pas d'affinité avec WordPress, et ils se disent moi je veux participer au projet, faire du React, etc. Ça c'est fantastique quoi. Et donc c'est ça que vous voyez comme raison du regain de popularité de WordPress? Je pense que c'est une raison de facilité. C'est facilité et qui continue à évoluer. C'est une tâche qui s'étend petit à petit. Tu as raison, Julien de le souligner, on a quoi, 3, 4, 5 versions par an. Ça ne cesse de s'adapter. Les plugins, c'est tentaculaire. Je pense qu'il y a un plugin pour n'importe quoi, y compris piloter ta machine Nespresso, j'imagine. Donc il y a une espèce de foisonnement. C'est pas de la popularité, c'est un foisonnement, et c'est une espèce de gigantesque marché à ciel ouvert, totalement open source. Donc la popularité vient de là. T'as toujours un mec qui dit mais moi j'ai réussi à faire ça avec WordPress. Moi je me suis mis à écrire des romans, et le premier truc dans la communauté d'écrivains me dit j'ai mon site est sous WordPress, tu vois. Ok, bon. Ils sont partout, parce qu'il y a une longévité aussi qui est impressionnante quand même, parce que WordPress ça fait un moment que c'est là quoi, et ça bouge pas quoi. Ça joue beaucoup aussi dans le fait de choisir une solution comme ça dans ton cœur de dans ton business en fait. Je me souviens quand j'étais en agence, tous les ans pour un même site, on refondait le site parce qu'on faisait une migration par exemple de Drupal 6 à Drupal 7. Il fallait tout refaire, migration de contenu, etc. WordPress, sa force, c'est que tu fais les mises à jour comme si c'était une sorte de page de sécurité. En fait, d'ailleurs, il y en a, c'est des pages de sécurité, mais c'est complètement transparent la plupart du temps, et ils font en sorte que tu aies 3 versions un delta de 3 versions pour te mettre à jour en fait. Et donc ça c'est aussi une très grosse force, ça veut dire que souvent quand t'es le boulanger du coin et que t'as envie de faire mise à jour parce que t'as pas envie de te faire pirater ton site, en fait tu fais très régulièrement tes mises à jour en one click comme si c'était une mise à jour Windows en fait. Et d'ailleurs ils l'ont tellement poussé que maintenant c'est une mise à jour automatique, comme sur ton iPhone, en fait c'est automatique. Mise à jour sur ton serveur. La longévité, donc c'est la rétrocompatibilité dont parle Julien. Mais de mon point de vue, c'est la communauté, et c'est le fait aussi qu'il y a une énorme entreprise qui est adossée à WordPress, qui s'appelle Automatic, qui est là depuis le début. Il y a quand même, et il y a cette mission. Je me doute que d'autres communautés ont la même mission, celle de Linux par exemple. Mais là, c'est vraiment un mantra. Il y a l'idée qui est de y avoir une communauté WordPress dans chaque ville, dans chaque région, et que cette communauté doit organiser des événements, et que ces événements doivent servir à ce que tout le monde puisse publier le contenu qu'il a envie. C'est une espèce, ça se démocratiser le contenu. Je pense qu'en fait c'est ça en fait la longévité, et la technologie sert ça. Si démocratiser le contenu c'est permettre à tout le monde de publier, c'est aussi pour pas que ça se casse dans 3 mois quoi. Ça n'a pas de sens. Alors après c'est aussi un talon d'Achille, parce que ça a très longtemps retenu WordPress en arrière sur plein de sujets. Je pense à l'utilisation des dernières versions de PHP notamment. Et il y a un moment, la communauté des développeurs WordPress a dit bon les amis vous êtes gentils mais on en a marre enfin c'était du bricolage pour eux, c'était l'enfer. Il fallait maintenir sur du PHP 5.2 je crois. Donc quand tu veux faire du développement pro avec du PHP 7.4 par exemple, avec ton typage, etc. En fait, faut typer de A à Z en fait tes différentes méthodes, tes différentes fonctionnalités. Et en fait, à un moment donné, tu vas pas réinventer la roue, tu vas utiliser un composant de WordPress qui existe déjà, et là tu te retrouves avec un composant non typé en fait, parce que il n'est pas rétrocompatible avec des anciennes versions de PHP. Donc ça, ils ont arrêté là. Ils l'ont gardé, mais ils ont fait un gros gap de mise à jour. Ouais, et c'était bien. Ils ont eu raison d'écouter les développeurs. Il y a un moment, les gens doivent aussi faire... Enfin, tout le monde doit faire un effort, c'est pas aux développeurs de s'adapter à tout, et à un moment, l'utilisateur doit faire ses mises à jour, tout simplement. Quoi. Quand tu commençais tout à l'heure à dire que c'est une vraie force de la communauté WordPress, et que
Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des devs WordPress dans toutes les villes du monde et qu'il y ait des événements qui sont organisés. Ça fait limite secte quand même. Il y a un côté un peu. C'est du militantisme. Je suis d'accord avec Ouais. toi. C'est pas une secte dans le sens où tu peux en partir, où tu peux y rentrer. En fait, ça ressemble à, c'est comme les makers. C'est ça en fait, c'est la même idée. C'est que moi j'ai un truc de makers de vélo à côté de chez moi. Donc l'autre jour, je les appelle, foutre-moi une idée de comment changer mon dérailleur. J'ai frappé à la porte, le type était tout gentil, il m'a dit bon bah voilà comment ça marche. Et voilà. Donc faut voir ça comme des makers. Est-ce que la FUP est une secte? Est-ce que la FUP est La une FUP, secte? Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'association des utilisateurs. ouais, des utilisateurs PHP en France. Ouais, non, je pense que ça fait. Enfin, en tout cas. C'est plus un lieu où vous pouvez apprendre, un lieu d'échange et d'entraide. Après, il n'y a aucun. Et d'ailleurs, il y a des. On peut parler de la diversité. Il y a des chartes extrêmement fortes sur l'accueil et la diversité. Qui moi me rendent assez fier de la communauté quand même. C'est-à-dire quand tu viens à un WordCamp, tu sais rien faire, tu viens d'un milieu social, machin, on s'en fout en fait. Voilà. Et ça, c'est assez important. Mais oui, il y a une mission et qui est une mission plutôt positive qui consiste à dire. Si je veux publier du contenu, ça doit être possible, ça doit pas m'être interdit, ça doit pas être réservé à quelqu'un. Et moi, j'adhère assez bien, ça me convient tout à fait. Il n'y a pas d'autres règles, hein. Il n'y a pas d'agenda secret, ou je ne sais trop quoi. Ce que j'ai remarqué, c'est que contrairement aux autres groupements de communautés de développeurs, il n'y a pas que des... Il y a beaucoup d'utilisateurs aussi dans Oui. les meetups, dans les WordCamp, meetups WordPress. Oui, c'est vrai, ouais. C'est tout à fait vrai. Et du coup, c'est marrant parce que souvent les développeurs WordPress sont extrêmement pédagogues. En fait, ils sont très partageurs et ils sont assez valorisés finalement dans la communauté, non pas parce que c'est des bons développeurs, mais parce qu'ils sont accessibles, aussi accessibles que leur outil. Ce qui est assez étonnant. Parce que c'est vrai qu'on s'est tous pris, moi je me souviens quand j'ai commencé à coder, tu vas voir le vieux qui fait du C++, c'est un petit peu rugueux au départ, même si en fait c'est un bon bougre, hein, mais voilà, il n'y a pas tellement envie de t'apprendre. Là, on essaye quand même d'être assez accueillant. Et j'espère qu'on réussit. En tous les cas, il y a beaucoup de monde qui vient, donc ça c'est plutôt bon signe. Du coup, vous évoquiez tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de vrais développeurs. Je reprends vos mots dans les conférences WordPress. Dans le sens professionnel. Ouais. Mais alors du coup, ça ressemble à quoi de faire du WordPress comme des pros? C'est quoi faire du WordPress Là, ça ressemble à lui. Ah, déjà, tu structures ton code, en fait. Ça joue beaucoup, mais c'est sans doute une des tares, entre guillemets, la mauvaise image qu'avait WordPress avant, c'est que la documentation de WordPress, on l'appelle le codex, en fait, c'est un peu comme le PHP.net, en fait, pour les développeurs PHP, où tu montes d'abord des fonctionnalités procédurales, et ensuite tu fais de l'objet. Et donc, le premier aperçu que tout le monde a pour que ce soit abordable, c'est du procédural. Et forcément, tu t'arrêtes là. Mais d'ailleurs, c'est une des choses qui devrait faire changer, c'est montrer à la fois l'aspect procédural et l'aspect objet. Et ça, on sait que c'est vital aujourd'hui pour développer n'importe quelle application. Et pour répondre bien à la question, mais vraiment, faire du WordPress comme, entre guillemets, un vrai développeur, c'est-à-dire dans le sens professionnel, c'est tout simplement faire du WordPress dans un contexte professionnel. C'est-à-dire, on peut prendre le cas de Jeune Afrique, on parle de 3 millions d'utilisateurs, et tu vas pas faire un blog, tu vas mettre ça dans une infrastructure qui est bien faite, tu vas faire de la gestion de sources, tu vas faire de l'objet, tu vas appliquer toutes les bonnes pratiques. Donc en fait, faire du WordPress comme un vrai développeur, c'est faire un WordPress responsable pour ton entreprise. Moi, je fais aussi des sites web amateurs. Je peux t'assurer que je ne fais pas du tout de la même façon que quand je conçois un site média qui va informer 54 pays en Afrique. C'est pas du tout la même chose. Tu gères ton cache. Ouais. Truc typique. WordPress a une gestion du cache qui naturellement est active. Enfin, tu as une partie active, mais quand tu arrives à la fin du chargement de ta page, il n'est pas sauvegardé ton cache. Il n'est pas gardé en mémoire. Et donc du coup, quand tu fais du dev pro, tu es obligé de développer cette couche de boîte noire qui est complètement vide en fait. Donc soit tu utilises une brique qui a déjà été développée par la communauté, soit tu développes la tienne. Chez nous, on a fait un mix des deux parce qu'en fait, on avait besoin d'une partie où on réinventait pas la roue, par exemple avec des serveurs Redis, etc. Mais une autre partie, elle était propre à notre infrastructure. Donc c'est ce type de développement pro, entre guillemets,
En fait, c'est le développement lié à une problématique métier. C'est pas dans le sens pour dénigrer pro. C'est ça, perso. ouais, exactement. Ouais. C'est t'atteins une problématique qui est celle d'un grand groupe de presse, par exemple, ou d'une marketplace, parce que là, on parle de contenu, mais ça peut être aussi du e-commerce. Oui, ça peut être des sites d'annonces d'emploi, ça peut être de la documentation, ça peut être plein de choses. Donc en fait, la fameuse expression vrai développeur, c'est celui qui en gagne sa vie avec et qui fait partie d'une équipe, souvent 10, 15, 20 développeurs, peu importe, qui sont répartis dans le monde entier, qui doivent supporter une charge supérieure, qui ont des problèmes de sécurité, qui doivent faire un chiffre d'affaires. Et ça, c'est des contraintes qui s'appliquent à un CMS qui est fait en open source par une communauté qui est plutôt orientée vers les particuliers. C'est forcément différent. Il y a forcément des défis qui ne sont pas les mêmes. Et donc nous, il a fallu d'ailleurs... Julien et moi, on faisait du PHP professionnel. Il y a des gens qui font du PHP amateur, hein, et il y a des gens qui font du PHP professionnel. C'est pas une insulte, c'est vrai. Et donc on a dû basculer toutes nos pratiques PHP professionnelles sur WordPress. Il y a eu une vraie phase d'apprentissage avec les Kagad qu'on peut connaître et les autres. Et moi, la réflexion que j'en tire, c'est que n'importe quel outil que j'ai pu utiliser dans ma vie, j'ai utilisé Drupal aussi par exemple, il y a toujours une manière de le faire qui est soit professionnelle, soit amateur. Il y a des clubs de foot amateurs et professionnels, mais c'est normal, il n'y a pas de péjoratif là-dedans, c'est juste que les gens qui se lancent dans une problématique métier avec des pratiques amateurs, ils sont assurés d'avoir un crash. C'est mécanique. C'est comme il y a des pilotes de course pro, des pilotes amateurs. C'est normal. Donc il faut que tu montes une équipe qui soit adaptée derrière. Donc on revient au sujet de l'équipe en fait. Ah bah carrément. Sur ce dev justement WordPress et ce dev de professionnel, quand tu fais du WordPress pour un client ou pour une entreprise, dans un contexte pro, du coup tout ce que tu vas faire en customisation de WordPress, c'est uniquement sous forme de plugin à chaque fois ou tu touches au cœur du système ou sous jamais. Comment ça se structure ? On est d'accord. Il faut les brûler sur le bûcher. Le mec qui touche le cœur mérite de brûler. Ne jamais toucher. Alors, tu as le droit de toucher, mais dans un autre contexte. Oui, si tu touches le cœur, c'est pour y contribuer. Donc ça veut dire que parfois, si tu trouves, c'est assez rare quand même une faille de sécurité, mais tu as envie de contribuer à l'évolution du CMS, comme d'habitude, faire une pull request avec ton code, ta branche, etc. Mais dans le cadre, là, par exemple, dans un cadre pro où tu réponds à une problématique métier ou business, en fait, tu vas souvent faire des plugins, un thème, par exemple. Et là, par exemple, depuis plusieurs années, c'est le phénomène du headless, où en fait, tu veux plutôt utiliser ton CMS vraiment pour la partie back-office et puis et délivrer ce contenu-là sur différents médiums, que ce soit une appli mobile, un site web, etc. Et donc du coup, cette partie-là, en fait, c'est là où il faut être rigoureux et surtout il faut s'interdire de toucher au cœur pour continuer à bénéficier des mises à jour comme n'importe quel autre. Et honnêtement, l'API du cœur te permet de faire à peu près n'importe quoi, mais il faut jouer avec les règles du jeu. On a très envie de faire autrement, d'avoir un back-office qui est différent de ça. Prenez pas WordPress. WordPress avec un certain nombre de règles, de prérequis, de patterns, t'appelles ça comme tu veux. Il faut jouer avec, il faut devenir expert de ça. Et il faut admettre que tu pourras pas tout faire, mais par contre, ce que tu vas faire, tu vas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite. Tu vas le faire bien propre, tu as une communauté derrière, mais c'est forcément limité. Alors elles sont loin les limites quand même, mais c'est forcément limité. Et il y a des choses où on déconseillera fortement de le faire avec WordPress. Par contre, si tu veux gérer aujourd'hui du contenu de manière professionnelle avec une belle architecture de l'information, il n'y a pas photo, là ça va y aller tout seul, quoi. Est-ce que c'est pas justement une des raisons de cette sensation que les développeurs WordPress sont pas des vrais développeurs, parce qu'en fait on fait que des plugins et du coup tu vois c'est pas du... Pas plus que quand tu dis Symfony, je veux dire... Oui, mais sur Symfony tu fais un module, tu vois, tu vois, si on devait hiérarchiser la complexité de ce qu'on fait, tu vois, la notion de plugin, tu as l'impression que c'est vraiment c'est une micro-feature. D'accord, oui. Alors ça peut être une micro-feature, tu as raison, mais non, les plugins, tu as des plugins qui, je dis pas de bêtises, mais ils doivent pouvoir entièrement recomposer WordPress de A à Z si tu veux, quoi. Non, ça peut être énorme. Enfin, nous, on doit avoir une centaine de plugins au moins. Ouais, une centaine, mais Et c'est pas des micro-features, je peux te le dire, quoi. Ouais, par exemple, un bon exemple. Un des plugins qu'on a développé nous-mêmes, c'était la création de newsletters.
en fait. Donc on utilise le back-office pour créer des contenus, et en fait, tu as envie de mettre ces liens d'articles dans ta newsletter et sans tout retaper à la main. Donc en fait, on a développé une interface dans le back-office. On n'a pas changé l'interface, on a joué avec les briques du back-office. Avec les briques du back-office, et elles sont très très souples en fait dans WordPress. Et donc ces briques-là, on les a composées pour créer une newsletter. Et donc ce plugin-là, on le réutilise sur tous nos sites WordPress. Et il est complexe parce qu'il gère tout un tas de trucs. Dedans, tu vas avoir le tagage Analytics, tu vas avoir plein de choses en fait. Mais tu as raison, tu peux aussi avoir le plugin. Par exemple, il y a un plugin, le premier plugin que j'ai fait rajoutait des espaces insécables. Voilà, bon, c'est 3 lignes de code. Tu fais ce que tu veux, mais la plupart du temps, tu vas finalement, quand tu réponds à une logique métier, tu vas être obligé de customiser quand même pas mal l'interface de WordPress et ce qu'il fait. Tu vas être obligé de l'étendre. Je pense à des connexions avec un CRM par exemple, et alors là tu as affaire à une vraie application. En fait, finalement ton plugin devient une application qui certes utilise l'API de WordPress, mais c'est une application en tant que telle, quoi. Ouais. Tout à l'heure vous évoquiez en souriant, je sais plus si c'était pendant le compilé ou sur l'épisode, mais... On sourit beaucoup. Non, sur la dette technique. Ça vous a fait sourire, mais du coup, il y a quand même une question que je me pose, c'est que sur WordPress, tu as une communauté qui est quand même assez énorme, qui met à jour le cœur de ton système, que du coup tu mets à jour de manière automatique régulièrement. Et à l'inverse, tous les plugins, toutes les customisations, tous les thèmes que tu développes, eux se mettent à jour au rythme auquel toi tu les mets à jour. Tout à fait. Ce qui veut dire que tu peux avoir un lag qui peut se créer. Donc j'imagine que tu as moins de dette technique vis-à-vis du cœur du système. Mais tu peux en créer avec ce que tu fais toi. Ouais. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est pas différent du reste. Mais alors du coup, comment est-ce que tu gères ce delta qui peut se creuser en fait avec le temps ? Quand tu parlais par exemple de différence entre du développement pour ton site perso versus une entreprise, on parlait de la mise à jour automatique. Un bon exemple, c'est que chez nous, on ne fait pas les mises à jour automatiquement, on les versionne en fait. Justement pour déjà avoir un historique en fait de ce qui s'est passé entre deux versions, pouvoir rollbacker, etc. Et en fait, ça t'oblige aussi en fait comme n'importe quel CMS, en fait, tu dois, en fait, t'as une base et il faut que tu évolues avec. Donc, en fait, t'es libre aussi de ne pas évoluer avec. Mais tu vas te retrouver avec un CMS qui va devoir faire un bond par exemple, de 3 ans si t'as pas fait des mises à jour. C'est des refontes, en fait. Ouais, et là, ça devient une refonte. En fait, il n'y a pas d'autre secret, mais alors là, on peut oublier WordPress, on peut tout oublier, parce qu'en fait, tout objet informatique si tu n'investis pas continuellement, par petits pas, dans ton existant technique, il va te péter à la gueule en fait, au bout d'un moment. Donc, je sais que là, ça demande quoi, 2 heures de développement. Oui, il n'y a pas de grande remise en cause, mais ça en fait, on est en train de discuter d'autres choses. On est en train de discuter en fait d'entreprises où un peu comme le RERB à Paris, ils n'ont pas investi pendant 20 ans et là ils vont mettre 15 ans à refaire les rails, les rames, les machins. Mais c'est idiot, c'est pas technique d'ailleurs, c'est même pas le fait des développeurs, c'est une question financière. La plupart du temps, tu as un type tout en haut qui a dit pas cette année les gars. Sauf qu'en fait, il se rend pas compte qu'en faisant ça, il crée de la dette, du turnover et des bêtises pareilles. Il se trouve que peut-être, pour rebondir sur ce que dit Julien, le fait d'avoir des mises à jour du cœur très régulières t'oblige un peu plus à faire ça. Mais enfin, moi je connais des sites WordPress. J'ai régulièrement des amis qui sont indés notamment, qui me disent j'ai récupéré un site, j'avais jamais vu ça, c'est la 3.2.7 machin, c'est même aberrant. Et ils sont obligés en fait de tout jeter, mais je crois pas que ce soit un phénomène particulier à WordPress. Franchement, j'ai vu des applis PHP qui datent de 2005, ça fait peur, quoi. Même en dehors de PHP, devoir jeter du code parce qu'il n'a pas été maintenu, c'est normal. Donc s'il vous plaît, amis financiers notamment, je pense à vous, laissez les développeurs travailler, mettez à jour votre existant technique. C'est bizarre, on fait pas ça avec nos baraques. Si on le fait, on a un problème. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui coule du toit, la plomberie pète, l'électricité est morte. Pourquoi on fait ça avec de l'informatique ? Moi, ça me rend... C'est bizarre, quoi. C'est comme idée. Mais du coup, si avec tous les plugins qui sont disponibles dans le store, est-ce que c'est pas aussi un moyen s'abstraire est-ce que c'est pas un moyen de s'abstraire de la dette technique et du coup d'avoir en fait tu vois, tu mais peux de réussir multiplier les dépendances du coup. Ouais, c'est l'inconvénient en fait, c'est que tu vois aussi, ça va être une porte d'entrée aussi. Si tu choisis pas ton plugin correctement. Tu regardes pas un peu ce qu'il y a sous le capot, tu peux te retrouver très vite avec des failles de sécurité si par exemple ton plugin n'est pas souvent mis à jour. Je vais prendre un exemple. À un moment donné, il a fallu qu'on choisisse un plugin qui permette de faire des relations entre des articles. Premier réflexe, c'est d'aller... Un gros classique. Voilà.
faut que tu ailles regarder sur le repository la fréquence de mise à jour de tes mises à jour, des mises à jour de ce plugin-là. Et typiquement, si tu vois qu'il n'a pas été mis à jour depuis 2 ans, ne le choisis pas. Ouais, les notes etc. Mais t'as raison, même. Enfin, en tous les cas, pour quelqu'un qui a peu de charge, etc., souvent le repository peut être une bonne chose. Encore une fois, attention, reportez-vous toujours à la vie réelle. Quand tu choisis un truc pour ta baraque, tu prends pas le premier truc qui vient et tu le poses, tu fais un peu attention. Ton site, c'est ta baraque, donc tu fais pareil. Par contre, en entreprise, je ne crois pas trahir de secret en disant que vous avez plutôt intérêt à investir dans un bon développeur WordPress qui va vous faire des bons plugins, plutôt que d'aller pêcher à droite à gauche des choses que vous maîtrisez assez peu finalement. Il y a des très bons plugins qui sont maintenus par des grosses sociétés, mais tu peux pas faire dépendre ton entreprise d'un type qui est au Texas et qui, du jour au lendemain, parce que en fait, il a autre chose à faire, arrête le plugin. Ouais. Et l'avantage, c'est que si tu prends un développeur PHP et plutôt qu'un développeur WordPress, c'est que dès que tu vas interagir avec le monde extérieur, il va pouvoir justement montrer des infrastructures ou des architectures, je dirais plutôt, avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Et c'est ça aussi la force de WordPress, c'est qu'il va être très interconnecté avec beaucoup d'outils, comme des Zapier et compagnie. C'est comment dire, cet aspect-là, en fait, faut vraiment pas le négliger parce que tu vas te retrouver forcément à un moment donné comment je fais pour m'interconnecter avec un outil tiers. Ne serait-ce que le bon vieux CRM qui traîne dans ton entreprise, quoi. C'est ça. Ton éditeur de newsletter, enfin tout le monde a ça par exemple, tu as forcément un Mailchimp qui traîne quelque part et tu as envie de te connecter avec, ou un Stripe pour gérer des cartes bleues avec du WooCommerce. Donc ces choses-là, l'avantage c'est que tu les prends facilement en main dans le sens tu les installes, mais dès que tu vas passer le cap du j'installe des plugins à j'ai besoin de développer quelque chose qui n'existe pas sur le marché ou qui est propre à ton besoin, là il faut que tu choisisses plutôt vraiment un développeur en PHP plutôt qu'un... Après, il y a peut-être des projets d'entreprise, je pense à des sites de com ou corporate comme ça, où les agences font des choses que je trouve sont pas idiotes, c'est-à-dire qu'ils ont en fait un panel de plugins qu'ils ont validé, qu'ils utilisent tout le temps, qu'ils maîtrisent. Et finalement, le métier de faire un site corporate ou un site de com est moins complexe que d'aller faire un média ou ce genre de choses. Donc là, tu as une espèce de truc intermédiaire où tu dois pouvoir prendre des choses, mais garantissez toujours un humain derrière qui maîtrise ce qui vous est livré, quoi. Parce que sinon, si tu as 12 plugins, tu as 12 développeurs différents qui ne se parlent pas, et est-ce que ça va bien être compatible, et voilà. Donc c'est un risque à prendre. On l'a pris de temps en temps, je me souviens sur des builders de formulaires. On a eu tort parfois. Voilà, ça marche. Les incompatibilités, tu sais, quand tu fais ta mise à jour, parce que le type a décidé que, machin, enfin bon, c'est pas très agréable. Mais ça, c'est les problèmes classiques de dépendance, en fait. On l'a aussi en Node, enfin, dans tous les langages où tu as en Ruby. NPM et compagnie, on connaît tous le... Ou les gemmes dans Ruby, enfin voilà, c'est un problème que tu parles partout, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de gestionnaire de dépendance, je trouve, et ça, c'est un des défauts de WordPress qui soit très bien fait. Moi, je sais que dans NPM, par exemple, c'est pas natif, mais ça devient... Ah ouais ? Ouais, avec Bedrock. Ah, autant pour moi. Tout ce qui est composer, etc. En fait. Donc c'est justement là qu'on ressent la différence quand t'as un vrai, t'as un dev pro PHP. C'est justement les règles de dépendance que tu peux avoir entre des différents composants. En fait, tu vas gérer avec Composer et l'architecture va pas être là. Tu vas poser ton WordPress au sein d'une architecture de projet, et pas juste déposer WordPress, l'installer et l'utiliser. Donc cette gestion de dépendance, tu peux la mettre au niveau de tes plugins, de tes versions de PHP, etc. Et du coup, dès que tu vas faire une montée de version de PHP, on va vérifier que tous les plugins sont bien compatibles avec une mise à jour, etc. Donc, et il y a l'intégration continue aussi. Voilà, les tests unitaires, etc. Donc ces choses-là, en fait, c'est le côté professionnalisation, en fait, et que tu as besoin quand tu montes une équipe, en fait, derrière. Donc, tu peux le faire, tu utilises WordPress comme tu utilises n'importe quoi d'autre, quoi. Et alors du coup, à quel point la conception WordPress a changé au travers des années? J'imagine qu'il y a eu des breaking change par moment. J'imagine que il y en a eu un vraiment très gros. En fait, l'ADN de WordPress, c'est qu'il n'y a pas de breaking change normalement. Mais récemment, il y a 2 ans ou 3 ans, il y en a eu un massif qui d'ailleurs a quasi provoqué une guerre civile dans la secte, hein, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé de... Jusqu'à présent, on avait un back-office et même un front-office qui reposait beaucoup sur la fameuse stack CSS, PHP, machin, voilà, et HTML et JavaScript. Et là,
ils ont décidé de passer tout le back-office en React et de faire quelque chose qui est beaucoup plus dit WYSIWYG, mais ils y ont été à fond, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils appellent un block builder. Et donc ils ont totalement changé, je vais dire révolutionné l'interface graphique de saisie, jusqu'au point où maintenant tu organises ton site à base de blocs, de patterns répétables, loqués, et c'est même plus un changement de paradigme, c'est-à-dire que plus personne s'y retrouve. Et ce n'est que maintenant que les gens commencent à adhérer. Et ça a été un mouvement, je pense que ça a été extrêmement mal amené à titre personnel, ça aurait mérité une sacrée communication et un accompagnement. Mais c'était une espèce de saut, un pari. Et c'est en train de prendre, je trouve, mais si tu veux, le WordPress de maintenant et le WordPress d'il y a 4 ans, c'est deux choses différentes. Point. À tel point que maintenant, les développeurs WordPress, c'est-à-dire des développeurs PHP jusqu'à présent, ils ont méchamment intérêt à maîtriser React. Et on sait tous que React, pour le coup, la courbe d'apprentissage, c'est pas tout à fait la même. C'est un changement, moi, qui m'impressionne. Un CMS qui, justement, pilote, on va dire, 30-40% du web, on en a parlé avec toutes les bémols qu'on peut mettre à ça, que quelqu'un ose dire, en fait, ce que vous faites là, hop, on change tout, ça peut rien avoir. Et alors, ça a été très bien argumenté à l'époque. À l'époque, c'était de dire, on continue notre mission de démocratiser le web, et pour ça, il ne faut pas que le CMS devienne un vieux dinosaure pourri. Et donc, on va aller plus loin que ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le fait déjà très bien. Tout le monde était content. Il y a des types qui disaient, non, ne changez rien, ça marche très bien votre truc. Et ils ont fait ce saut. Je sais que moi, la première fois que j'ai vu, ça s'appelle Gutenberg, le nouvel éditeur, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça va pas, non? Et en fait, à force de l'utiliser, je comprends la logique qui est derrière. Je regrette que ce soit quand même moins accessible aux développeurs. Je pense que ça c'est une erreur, mais c'est impressionnant. Je reconnais le bon qualitatif de l'expérience utilisateur. Il n'y a pas un CMS à part j'en connais pas à part les CMS de type Wix et compagnie, mais voilà. Mais un CMS auto-hébergé, open source, qui propose une telle interface de création, parce que c'est même plus que de la saisie, c'est impressionnant pour le coup. C'est vraiment, moi je suis assez admiratif. Je connais très bien, j'ai rencontré plusieurs fois Riyad, qui est notamment un lead dev là-dessus, qui est algérien, je crois, ouais. Quand je le voyais avec ses yeux là complètement illuminés me parler de ce qui allait se passer dans 3 ans, j'étais là, t'es vraiment sûr, Riyad? Et en fait il avait raison, quoi. C'est assez fantastique, quoi. Mais alors du coup, quand je parlais de changement de conception, je pensais aussi à, PHP a beaucoup changé au fil des années. J'imagine que du coup WordPress en a bénéficié aussi. Est-ce qu'il y a eu, parce que de souvenir, WordPress existait avant le passage à l'objet dans PHP. Il y a la performance. Donc du coup, WordPress est passé en objet à un moment, j'imagine. Il y a eu ce genre C'est vrai ça, Julien? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, il y a l'objet PHP 4, si vous considérez ça comme de l'objet. Ouais. Non, le gros gap, on va dire, c'était lié à la performance. Parce qu'en fait, quand tu es passé en PHP 7.0, sans rien faire, en fait, tu avais des gains de perf sur ton application. Donc mécaniquement, WordPress en a bénéficié de fait. Quand tu as plus de 10 000 fichiers chargés, c'est appréciable. Ouais. Le bootstrap de WordPress peut être un peu méchant. Ouais. Et donc, mais ils ont surtout commencé en fait à créer des objets du coup que tu puisses réutiliser à l'extérieur, des objets extensibles, on va dire. À partir du moment où ils ont abandonné Legacy avec les PHP 4, en fait. Et ça, c'est pas si vieux que ça. Hein. Non, et puis c'est encore assez primitif quand même. Par contre, les plugins professionnels, ils sont tous objets. En fait, il y a une espèce pas de guidelines, mais de pratiques partagées par les développeurs professionnels, parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à faire du procédural, mais où tu reconnais immédiatement le skeleton d'un plugin qui est fait en objet, quoi. Et donc en fait, on va dire l'extension est vraiment full objet, profite des derniers. Le cœur, il va plus lentement, en partie à cause de la rétrocompatibilité, moi je trouve. Okay. En fait, la différence, c'est que ce qui est difficile à comprendre pour un dev PHP, peu importe le type de dev, mais par exemple, si on prend un développeur PHP, il va se dire il veut développer des objets dès la base, en fait. Et le système de WordPress, c'est plutôt un système par gestion d'événements. Oui, c'est une programmation événementielle. Ils appellent ça des hooks, en fait. Mais du coup, ces hooks-là, ils sont pas vraiment sous forme d'objets. C'est un tableau PHP
avec une pile d'événements en fait, de hook, sur lequel tu vas brancher des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités-là, nous, on les développe par exemple en full objet, avec des vendors, etc. Donc toute ta gestion d'écosystème pro, on va dire. Et forcément, ta base, elle est lancée avec du procédural. Donc ça choque au début quand tu es dans ce mindset-là. Et une fois que tu as fait abstraction de ça, c'est comme d'ailleurs quand j'ai commencé moi à faire du WordPress, le schéma de la base de données. Ça choquait tout le monde. Tu m'étonnes. Tout était le NoSQL, ça existe, c'était le début du NoSQL. MongoDB était même pas encore sorti, je crois, à ce moment-là. Et ça choquait le concept de te dire tout est en stockage vertical au lieu d'être à l'horizontal. Personne n'y arrivait à comprendre mais comment ça peut marcher, la performance, comment on va y arriver. Et en fait, à l'époque, je pense que ce n'est même pas fait exprès. Non, je pense pas. Hein. Franchement, ils avaient pas du tout. C'était un moteur de blog, donc voilà. Ils sont allés freestyle. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est un schéma de base à la NoSQL, en fait, tu le prends, tu le mets tel quel dans une base NoSQL et c'est ultra performant, t'as rien à faire. Ouais. Et donc, une fois que tu as compris ce mindset-là, et tu dis, bon, c'est comme ça, c'est pas grave, il y a d'autres CMS qui sont comme ça, c'est plus des CMS en JavaScript en général. Tout à fait, ouais. Et une fois que tu as compris ça, tu fais ton objet, tu le lances par les méthodes, les hooks de WordPress natif, et d'ailleurs, je sais plus qu'est-ce qui fait ça, mais tu as une notion de priorité en fait, et tu te branches au bon endroit selon la priorité, et c'est parti. Ça, c'est la grande force de WordPress, c'est cette API de hook, donc de point d'insertion, qui te permet d'étendre les formulaires, de te brancher à l'init, etc. Et finalement, c'est une sorte de boîte noire pour toi, la mécanique interne, sauf si tu participes au cœur, tu es consommateur de cette API, en fait. Et c'est assez fascinant, d'ailleurs. Je sais pas combien il y a de hooks, il y en a des milliers maintenant. Ça, le petit côté mise à jour de PHP, c'est bénéfique surtout sur le côté performance de ça, puisque comme il n'est pas totalement en objet. Par contre, je me souviens de justement les petites mises à jour, en fait. Elle n'était pas forcément compatible à chaque fois avec la dernière version de PHP. C'est vrai, ouais. Donc tu étais obligé d'attendre un petit peu, mais c'était quelques mois maximum. C'était pas pour des problèmes de sécurité, il faisait bien les tests, mais pour que c'est quand même 40% du web, malgré quand même que c'est ton WordPress.com, lui est hébergé sur une version récente de PHP. Et donc, ils font des stats d'ailleurs, ils ont des stats de leur cible de déploiement en fait, et ils savent qu'ils peuvent pas tout péter, quoi. C'est ça. Et donc justement, ils font bien attention à faire plein de tests, un peu comme tes versions de Mac, d'iOS. Ils font pas attention, je crois. C'est Windows, tu veux. Pas attention. Il y a un autre changement, je trouve assez important dernièrement chez WordPress, et je pense qu'il favorise beaucoup l'adoption de WordPress maintenant. Même au sein des développeurs, tu parlais des vrais développeurs tout à l'heure, c'est ce côté headless, donc c'est fait d'utiliser WordPress avec juste son back-office et du coup de l'utiliser comme une API classique. Est-ce que du coup WordPress va pas devenir un moteur de back-office? Parce qu'au final, il serait qu'ils ont un back-office qui est génial, surtout Gutenberg que tu écrivais tout à l'heure. Ça dépend de ce que tu fais. Oui, bien sûr. Et si on reprend notre fameux boulanger qui a envie de faire la promo de ses croissants le dimanche, il va pas faire du headless, quoi. Le pauvre. Donc il va garder le package livré. Il reste que, en tous les cas, dans notre cas, franchement, il ne faut pas généraliser, mais dans le cas du site média qu'on fait aujourd'hui, qui est vraiment massif, des sites médias d'ailleurs, avec du paywall, de la perso, de l'analytics, enfin, vous imaginez la stack absolument dingue, sans parler de la pub, qui est une espèce d'horreur. À un moment donné, on s'est rendu compte, tout simplement, que les gains de performance à l'heure où il faut respecter les Core Web Vitals, tu peux pas le faire avec un thème WordPress. Même si tu mets 20 000 couches de cache, du Redis, du machin, tout ce que tu veux, ça va pas marcher. D'autre part, rapidement, tu as de multidiffusions de contenu, on a des flux, on a des applis mobiles, etc. Et c'est là je crois qu'on a été pragmatique, on s'est dit, non, il faut faire du headless. Donc oui, on assume totalement le fait qu'aujourd'hui, on le conserve comme un back-office et qu'on abandonne la partie front. Mais c'est pour répondre à un besoin qu'on a, nous. Et en aucun cas, ça doit devenir... Enfin, le one size fits all, il faut surtout pas, quoi. Ça ne marche pas, il faut bannir ça de tout, quoi. Il se trouve que oui, c'est à la mode, le headless. Mais ça aurait pas été à la mode, on l'aurait fait quand même. Parce qu'en fait... Alors, monter une solution, elle est bienvenue, mais c'est celle qu'on a trouvée pour sortir de la panade, quoi. Tellement avant-gardiste qu'on a fait un produit qui... Oui, on a fait une sublime PWA qui était un four, mais... À l'époque, c'était avant-gardiste. Ouais. Mais c'était un four quand même. Je garde au tête aussi le côté utilisateur. C'est-à-dire qu'in fine, chez nous, les utilisateurs, c'est beaucoup... les journalistes. C'est les rédactions, les journalistes. Et
donner le back-office de WordPress à un journaliste qui a déjà un blog perso ou quoi que ce soit, il connaît déjà l'écosystème. Donc en fait, tu lui donnes pas de formation à prévoir, etc. Donc c'est juste efficace pour écrire, voilà. en fait. Après, tu vois, tu pourrais te poser la question, si tu gardes que le back-office, est-ce que finalement, par rapport à un autre CMS headless type Contentful, etc., est-ce que tu n'aurais pas intérêt à abandonner WordPress? C'est une bonne question. Voilà. Moi, je vais te dire, réinventer du coup tout dedans. En fait, ces CMS-là, ils sont pas capables, ils sont pas aussi souples en fait du coup que WordPress. Pas encore, du moins. Donc tu pourrais te poser, enfin, on se pose régulièrement la question, est-ce que à ce moment-là, il faut qu'on garde ou pas pour tel ou tel type d'usage? Aujourd'hui, on n'a pas eu d'un... Il y a une maîtrise du métier aussi, c'est-à-dire que Contentful, si je ne m'abuse, c'est quand même du SaaS. Oui. Du coup, autant j'ai pas de mal à déléguer ma newsletter, autant, si tu veux, mon métier c'est de produire du contenu. Donc si Contentful, pour X ou Y raison, est racheté par je ne sais trop quel concurrent, enfin tu vois, il y a aussi une gestion du risque. Et moi j'aime bien quand même dans le cœur de métier pouvoir ouvrir le capot comme dit Julien, avoir un bon gros dev de PHP qui va te dire bon alors attends je change ça, bouge pas quoi. Tu vois, même en perso tu peux te poser la question, moi par exemple est-ce que tu crées ton contenu sur Medium, sur WordPress, en perso etc. En fait ça dépend si tu veux voir disparaître d'un coup toute ta base d'utilisateurs parce que c'est un des arguments d'ailleurs de la fondation WordPress qui dit on vous fournit un outil parce qu'on ne veut pas que votre contenu disparaisse du jour au lendemain. Et on sait que ça arrive. Il ne faut pas dire que ça n'arrive pas. Medium, ils ont changé le modèle économique 40 fois. Ils ont supprimé un moment plein de contenu sans demander rien à personne. Enfin, il y a un risque. Or, le contenu, ça a de la valeur. En tous les cas, nous, nos articles, ils ont une grosse valeur. Il nous faut manger concrètement. Donc, si demain, l'acteur que tu as choisi disparaît, moi, je me souviens d'un moment, TF1 qui a changé 12 fois de CMS, ils avaient Vignette à un moment. Vignette, ça n'existe plus, les amis. Et ben, qu'est-ce qu'ils font de tout leur contenu vidéo, leur machin, leur truc? Il faut investir aussi dans la pérennité de vos contenus, quoi. Sans compter que tu peux aussi avoir tu vois, Medium peut se faire racheter par une boîte qui change du coup les guidelines d'un coup et qui dit que tout type de contenu comme ça n'est plus autorisé. Enfin, tu vois, ça peut... Bah, c'est exactement ça. C'est comme les gens... En fait, l'exemple qu'on connaît tous, c'est les gens qui ont abandonné leur site et ont tout fait dans Facebook. Et ils ont tous disparu. Parce qu'en fait, le truc change toutes les 2 secondes. Il faut maîtriser ton contenu et avoir un logiciel, même s'il fait que le back-office. En fait, nous, on investit dans les gens et dans le fait que ces gens peuvent construire des choses par eux-mêmes. Et parfois, ils utilisent des outils, dont WordPress, mais pas que. On ne fait pas que du WordPress. Voilà, et on investit dans des outils qu'on maîtrise, nous, parce que... c'est un peu comme quand tu fais délocaliser tout en Chine. Un jour, quand la Chine ne fournit plus de composants, tu fais plus rien. C'est un peu ce qui arrive à l'industrie automobile, je vous rappelle. Ils ont des problèmes en ce moment. Pour terminer, du coup, WordPress, effectivement, ça peut être utilisé par le boulanger du coin, vous l'avez dit plusieurs fois. Du coup, il y a une composante très no-code inhérente à tout ça. Moi, le no-code, c'est un truc que je suis en train de découvrir de manière assez intensive dans mes nouvelles activités. J'utilise beaucoup Integromat, qui est équivalent à Zapier ou FTTT ou ce genre de choses. Je trouve qu'il y a un potentiel là qui est absolument phénoménal. Gutenberg, c'est du no-code. En fait. Ça peut se plugger sur tous, FTTT, Integromat, Zapier peuvent se plugger sur WordPress, ce qui en décuple les capacités. J'avais entendu parler d'une légende urbaine, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on en avait parlé dans la préparation de l'épisode, mais que Airbnb, ils avaient commencé avec un WordPress. Et qu'en fait ils installaient, ils envoyaient eux-mêmes les emails à la main pour mettre en contact les gens. Il y a beaucoup de gens qui utilisent utilisent WordPress comme un starter en fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. C'est un truc idéal en fait pour commencer un projet, pour tester un truc ou genre de choses. Alors attention, un projet lié au contenu. Oui. Non mais je précise parce que les types vont faire un ERP ou je sais pas quoi, c'est pas une bonne idée. Mais oui, quand tu veux faire clairement un projet de contenu, c'est l'idéal pour commencer. Et je reviens à Gutenberg, donc ce fameux éditeur de blog que je vous invite à découvrir, qui est assez fascinant qu'on se plonge dedans. Ça fait partie du mouvement no-code en fait. Et ça dit pas son nom, mais c'est un peu ça. C'est l'idée qu'en fait tu vas construire un site à partir de patterns et de blocs qui te sont livrés tels quels et tu touches jamais au code. Or il y a des logiques métiers embarquées dans les blocs qui sont assez fascinantes par moment. Tout le responsive est embarqué, tu as des trucs d'inscription, etc. Et en fait, les gens, je pense, d'ici 1 an ou 2, vont construire leur site comme ça. Sauf que, ils ne vont pas utiliser un système SaaS, ils vont utiliser un truc auto-hébergé qui leur appartient et qui est maîtrisable par des développeurs de la communauté. C'est assez fascinant quand même. Pour moi, le no-code, c'est pas du no-code, c'est plus du low-code, c'est-à-dire c'est du code où tu vas pas faire appel à un développeur systématiquement. Il y a des gens qui vont te pré-packager les choses. Bon, maintenant, on va être franc, il y a un moment donné, quand tu vas vouloir faire des trucs sérieux, bon, c'est pas des fusées no-code, ça n'existe pas, quoi. Il y a un moment, il va falloir faire appel à des professionnels. Mais pour moi, ça ressemble à Ikea.
Tu montes, t'as besoin d'un menuisier pour monter ton armoire. Bon, bah voilà, c'est pareil. Et c'est pas péjoratif, encore une fois. Par contre, si tu veux vraiment installer ta salle de bain, je te conseille de faire appel à un mec qui connaît son truc, quoi. Si tu veux qu'elle dure. Et Ouais. c'est pas mal de choses. Mais c'est pas péjoratif, c'est proportionner votre effort à votre projet. Si ton projet, c'est de faire un starter en 10 jours, eh ben, c'est parfait, va faire du WordPress. Si ton projet, c'est de construire une infrastructure qui, pour les 15 ans à venir, vont permettre à 100, 200, 300 journalistes de produire du contenu tous les jours et d'engranger des milliers, voire des dizaines de milliers d'abonnements, tu t'assois avec Julien Hédoux et tu fais un petit séminaire avant. Mais un bon exemple, tu vois, par exemple, quand on a repris, on est arrivé chez Jeune Afrique, on en a fait un peu en fait du no-code parce que on a monté notre WordPress là-dessus, mais dessus on avait le e-commerce, une application mobile où on n'avait pas mis les mains dedans. En 3 jours, on a monté une appli no-code aussi, qui allait chercher les flux des contenus sur le WordPress en fait. Donc oui, c'est vrai, ouais. C'est un bon exemple, l'appli. Ouais, on a pris un service qui est très bon d'ailleurs, je vous conseille, il s'appelle Good Barber. Corse, excellent. D'ailleurs, même origine que WordPress. D'ailleurs, ouais, WordPress a été conçu en Corse, effectivement, par un Corse à l'origine. Et donc on l'a plugué, en 3 jours on avait une appli mobile. Ça nous a pas empêché d'en faire une beaucoup plus grosse et compliquée 2 ans après. Mais je ne me souviens plus, mais je me demande si c'était pas de l'ordre. On a dû rapidement monter à 150 ou 200 000 téléchargements avec cette appli de base faite en 3 jours. Je me souviens qu'on avait quasiment 100 000 abonnés au push. Ouais. En quelques mois. Ouais. Quelques semaines, quelques mois. Donc oui, c'est un bon conseil. Et d'ailleurs, je me demande si ça vaut pas le coup de découvrir WordPress comme ça, c'est-à-dire sans essayer de le customiser à mort dans un premier temps, mais déjà rien de voir ce qu'il fait tout seul en sortie d'usine, quoi. Et après de se dire, ok, peut-être que là, il fait pas tout à fait ce que je veux, mais vous avez du temps à vendre. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup de choses maintenant. Il y a tellement de devs qui... Enfin, ça a tellement évolué, c'est tellement vieux, entre guillemets, que il y a vraiment... Enfin, moi, je sais que quand je fais des sites pour des amis, etc., je touche à rien au code. Hein. Ça marche tout seul, quoi. Ouais. Top. Benjamin, Julien, merci beaucoup. J'aurais une dernière question qui est une question rituelle dans le podcast FTTD. Est-ce que vous êtes plutôt tabulation espace? On va commencer par Julien. C'est alors. Moi, alors, je suis tabulation à partir du moment où tu as configuré ton éditeur de la même façon que le reste de ton équipe, c'est-à-dire 4 espaces. Attends. T'as passé d'espace à tabulation? Je t'avais prévenu. Non, mais il a changé d'avis, c'est dégueulasse. Hein. En fait, en cours de phrase, en plus. Je m'en doutais qu'il buggerait. C'est incroyable, ça. Non, moi, mon équipe, moi, je suis en tabulation, mec. Ouais, c'est une tabulation. Mais en fait, si tu configures ton éditeur de texte pour qu'il génère 4 espaces, ou 2, je sais plus, mais qui génère des espaces. Non, c'est tabulation. C'est tabulation. Écoutez pas, c'est tabulation. N'importe quoi. C'est comme s'il était directeur technique. Bon, je vais couper vos micros, je vais conclure l'épisode ici, je vais vous laisser faire votre débat. Merci beaucoup en tout cas pour cet épisode. C'était vraiment super sympa. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion sur le live ou vous qui l'écoutez chez vous, je ne sais où, en podcast. J'aimerais juste vous passer 2 messages. Le premier, si vous écoutez ces épisodes jusqu'au bout, pensez à écouter les compilés. En fait, c'est toujours un truc sympa que je fais. Ça permet d'avoir un point de vue complémentaire sur un sujet avec un autre invité qui parfois maîtrise pas du tout le sujet. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui maîtrise pas une techno, qui vient donner un avis sur un autre sujet. Donc voilà, ça prend 10-15 minutes en général maximum, donc n'hésitez pas à le faire quand ils sortent. C'est toujours intéressant, et puis ça me fait monter dans les classements, enfin bref, voilà, c'est aussi intéressant. Et si vous écoutez ce podcast dans votre voiture, dans le métro ou je ne sais quoi, sachez que maintenant je le fais aussi en live sur Twitch, vous l'avez peut-être vaguement entendu dans certains épisodes. Je vous mets le lien dans la description à chaque fois de la chaîne Twitch. Vous pouvez en trouver sur le Discord pour avoir les liens vers les lives Twitch et pour aussi juste discuter avec les autres personnes de la communauté Discord. Il y a une centaine de personnes, un peu plus, qui sont dessus. Je trouve ça fun, je trouve ça sympa. Il y a plein de gens très bien sur cette communauté Discord. Donc je suis d'accord. Je vous invite à la rejoindre. Et voilà, comme d'habitude, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous, de mettre une note 5 étoiles dans votre application de podcast favorite. Ça moyen aussi de remonter dans les classements et de faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous
Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisanddev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.